aux organisatrices et organisateurs de ce colloque pour l'invitation et l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous. Je voudrais d'abord, pour dissiper tout malentendu, vu la répétition du mot arabe, du qualificatif arabe dans ce qui vient d'être dit, préciser que je l'utilise non pas au sens ethnique, mais simplement en référence à ce que je préfère appeler, d'ailleurs souvent, c'est ce que j'utilise dans mon ouvrage, l'espace arabophone, qui comprend, y compris dans le soulèvement lui-même, non seulement des Arabes, mais des non-Arabes, et en particulier une très forte participation des Amazirs, enfin, de la Libye jusqu'au Maroc, bon, la présence et la participation au soulèvement ou au mouvement de masse est tout à fait notoire. Bien, c'est juste une première précision pour éviter tout malentendu. Alors ce soulèvement, donc, que j'appellerai arabe pour simplement par facilité de langage et avec la précision que je viens de faire, a semblé au départ battre en brèche une des idées les plus courantes de ce qu'on peut appeler l'orientalisme. L'idée que les populations de cette partie du monde, qui sont culturellement, que ce soit la culture arabe ou la culture islamique, plus souvent d'ailleurs axée sur l'aspect religieux, bien entendu, incompatible avec l'esprit démocratique et plutôt accoutumé au despotisme. C'est une idée orientaliste très très vieille et dont on connaît la permanence jusqu'à nos jours. Donc cette idée-là a semblé être battue en brèche au début du soulèvement, avec y compris un certain engouement en Occident pour le printemps arabe. Alors certes, l'expression même printemps supposait bon, il y avait déjà un problème d'annexion à un certain modèle dans l'appellation même. L'annexion à un certain modèle politique, dans le fond, c'est l'idée que, bon, c'est quelque part ce soulèvement, c'est le monde arabe qui rejoint cette fin de l'histoire annoncée depuis la fin des années 80, qui aurait pour composante la démocratie, au sens la démocratie bourgeoise représentative et le marché, le néolibéralisme. Bon. Et bon, il y avait une pointe orientaliste quand même dans un certain effet exotique, le jasmin, n'est-ce pas, la révolution de jasmin, comme ça on a pu utiliser l'expression pour la Tunisie, mais enfin c'était limité dans ce cadre-là. Eh bien, cette dissipation de cet orientalisme pour une annexion à une sorte d'universalisme néolibéral, elle n'a pas fait long feu. Elle n'a pas fait long feu. Comme vous le savez, elle est même revenue au galop, avec, d'abord, dans un premier temps, ce que beaucoup se sont empressés d'appeler, en réaction à l'expression printemps arabe, hiver islamiste, avec les premières victoires électorales en Tunisie, en Égypte en particulier, de forces, enfin de mouvements inspirés de l'intégrisme islamique. Et puis, quand cet hiver islamiste, entre guillemets, s'est avéré lui-même bien bref, en tout cas en Égypte, eh bien, c'est le despotisme oriental, hein, la vieille rengaine du despotisme oriental qui réoccupe le devant de la scène, avec quelque part aussi la satisfaction de ce despotisme qui a été perçu par les puissances occidentales comme le moindre mal dans une région du monde où l'alternative se résume à ce despotisme et à l'intégrisme religieux. Bon, alors il est vrai qu'en Égypte,
le despote n'a pas exactement le profil, un profil qui puisse être sympathique sur le plan occidental, mais enfin, on expliquait, on lui trouve cette qualité de barrage à ce danger, perçu comme tel intégriste, et on a commencé à en trouver de plus en plus à la même période au dictateur syrien, au despote syrien, Assad, avec un langage qui dans la région est devenu le cri de guerre commun de l'ancien régime régional, et qui est un langage qui est le cri de guerre de l'impérialisme occidental depuis maintenant de longues années, je veux dire la guerre contre le terrorisme. Cette rengaine, elle est aujourd'hui, c'est le langage du général Sisi, c'est le langage de Bachar al-Assad, c'est donc le cri commun, si vous voulez, de l'ancien régime. Et bon, comme d'habitude, comme dans le cas de l'usage de cette expression, de cette formule par l'impérialisme, eh bien, exactement de la même façon, le véritable terrorisme, bien entendu, c'est chaque fois ceux qui parlent de guerre contre le terrorisme. Le terrorisme d'État étant bien plus terrible que le terrorisme qui justifie ce terrorisme d'État. Alors, fondamentairement, l'idée du printemps au départ était fondée, comme j'ai dit, sur l'illusion que c'était juste un rattrapage du monde arabe, de la galaxie néolibérale. C'était ne pas comprendre que ce qui a commencé en 2011 était beaucoup plus profond qu'une simple démocratisation qui devrait n'est-ce pas, créer la compatibilité avec le néolibéralisme économique, ainsi que c'était perçu, mais bien un processus révolutionnaire profond, ancré, comme tous les processus révolutionnaires historiques, ancré dans une transformation nécessaire du mode de production dominant, ou plus spécifiquement de ce que j'ai appelé la modalité spécifique du mode de production capitaliste dans la région. Une région qui a connu les ravages d'un néolibéralisme agissant dans un contexte de capitalisme politiquement déterminé par une nature spécifique de l'État, d'un État qui combine les caractéristiques de l'État rentier et de l'État patrimonial, et le tout coiffé par la domination impérialiste qui a entretenu et continue à entretenir ce type de situation dans la région. C'est cela qui a créé un blocage économique sur plusieurs décennies, qui a produit en particulier un chômage massif, un chômage de jeunes, un chômage y compris de diplômés. Et c'est aussi, cette nature profonde du processus révolutionnaire, ce qu'on appelle un processus révolutionnaire à long terme dans la région, eh bien, elle transparaît dans le fait que les prémices de ce printemps, entre guillemets, du soulèvement de 2011, on les voit dans la décennie qui précède, dans la montée des luttes sociales, en particulier dans les deux pays qui vont être les initiateurs du processus. La Tunisie, qui a connu des insurrections locales sur la question sociale, sur la question de l'emploi dans les années qui précèdent 2011, 2010-2011, et l'Égypte. Et l'Égypte, dont le poids est tout à fait décisif dans la région, en Égypte, les choses, le rôle des grèves ouvrières est absolument éclatant. D'une part, avant l'explosion de 2011, l'Égypte connaît la plus grande vague de grèves ouvrières de son histoire à partir de 2004-2005. En 2011, les grèves qui commencent par centaines de milliers d'ouvriers le 8 février 2011 jouent un rôle décisif dans la chute finale, 3 jours plus tard, de Hosni Moubarak.
Après 2011, un processus de grève, de radicalisation sociale qui n'a pratiquement pas cessé au cours de la période écoulée depuis lors, et y compris aujourd'hui, après une courte période de grâce post-coup d'État, après le 3 juillet, eh bien aujourd'hui, il y a en Égypte, en ce moment même, une montée tout à fait remarquable des luttes ouvrières, absolument remarquable, y compris même qui atteignent des pans de l'appareil répressif, qui rentrent en grève, parce que la question sociale pèse très très lourd. Et cette montée des luttes, ces luttes ouvrières, ce n'est pas dans les médias qu'on en trouvera l'écho. On a des médias fascinés, ça fait partie de la vision orientaliste, n'est-ce pas, fascinés par la violence. On est en plein dans le schéma orientaliste qui a les deux... Enfin, Hegel parlait de la terreur comme caractéristique d'un des pôles de ce qu'il percevait comme étant l'islam. Eh bien, il y a cette fascination, la fascination de cette image, une concentration médiatique sur cet aspect, sur l'aspect violent, et un silence sur les luttes sociales. Il y a à peine le moindre écho sur ces questions-là, alors qu'elles existent, qu'elles sont très présentes. Elles existent même en Libye. Même en Libye, vous avez des luttes sociales, vous avez des grèves, vous avez des mouvements sociaux, vous avez des mouvements de femmes, mais tout cela, évidemment, disparaît devant la fascination pour la violence dans le cadre de cette représentation de la région comme vouée, culturellement, n'est-ce pas, à la violence. Maintenant, le processus révolutionnaire, ce processus révolutionnaire dont je viens d'essayer de résumer un peu les racines, fait face à une complexité tout à fait particulière, au sens où il doit affronter à l'échelle de l'ensemble de cette région, non pas une contre-révolution, mais deux contre-révolutions, deux formes de la contre-révolution, qui trouvent toutes deux leur ancrage dans le bastion réactionnaire principal de la réaction régionale, la contre-révolution régionale, qui est le Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les monarchies pétrolières. Il y a donc deux contre-révolutions à l'œuvre. Il y a l'ancien régime, si vous voulez, ce qu'on peut appeler l'ancien régime, donc l'ordre régional tel qu'il existait avant 2011 et qui se défend. Il y a la récupération, la tentative de récupérer, donc la récupération intégriste du processus révolutionnaire, avec des choix différents parmi les monarchies pétrolières. Les Saoudiens sont essentiellement du côté de la défense de l'ancien régime, la nature ultra-conservatrice de ce qu'ils sont. Le Qatar, vu aussi son alliance avec les frères musulmans depuis de longues années, eh bien, a joué la carte de la récupération intégriste du processus révolutionnaire. Dans les deux cas, on cherche en tout cas à préserver l'État profond, comme l'expression a pu être utilisée dans la région, avec un impérialisme occidental, notamment les États-Unis, qui sont de loin, du côté occidental, la puissance dominante dans la région, qui oscille entre les deux, entre la préservation autant que possible de l'ancien régime, là où c'est possible, et la récupération du processus révolutionnaire par l'entremise de l'Émirat, du Qatar, et donc par le biais des frères musulmans. Le but de tout cela, ou la fonction, la finalité de tout cela, c'est d'enfermer le processus révolutionnaire dans une logique binaire qui est finalement une logique contre-révolutionnaire. Cette logique binaire, c'est celle de l'opposition entre l'ancien régime, la continuation de l'ancien régime et le dévoiement intégriste, la récupération intégriste du processus révolutionnaire. Cette logique binaire, elle est aussi à l'œuvre du côté d'une certaine gauche, dans un certain anti-impérialisme, avec des guillemets,
que je n'hésiterai pas à appeler, enfin qui atteint les degrés que je n'hésiterai pas à appeler de progressisme des imbéciles. C'est une vision qui évacue la question sociale, qui évacue la question de classe, qui évacue la question, les différentes formes et modalités de l'émancipation, genre, etc., n'est-ce pas, pour réduire la chose à cette logique binaire dont j'ai parlé. Alors là, ça devient une logique binaire d'opposition à l'impérialisme et donc de soutien à tous ceux qui semblent être dans la ligne de mire des États-Unis en particulier, ou disons des puissances occidentales en général. Et ça nous donne, bon, il y a eu par le passé, de manière minoritaire et marginale, des gens qui, à partir de cette logique binaire de l'anti-impérialisme, ont pu trouver des qualités progressistes aux frères musulmans. Bon, mais ça, c'est resté assez minoritaire. Bon, il y a plus sur l'Iran ou sur ce qui est lié à l'Iran. Là, il y a plus d'illusions, on a pu avoir plus d'illusions dans une certaine gauche. Mais aujourd'hui, beaucoup plus massivement, c'est l'autre pan de la chose, c'est le soutien aux anciens régimes au nom de l'anti-impérialisme, et qui est souvent matiné d'islamophobie dans ce cas-là, puisque on représente la conspiration impérialiste comme étant réduite à ce que j'ai appelé la récupération intégriste. Alors on a eu des admirateurs de Kadhafi, on a des admirateurs de Bachar al-Assad, et on a des admirateurs de Sisi. Et malheureusement, une bonne partie de la gauche égyptienne s'est engagée sur cette voie absolument désastreuse. Alors, bon, c'est en partie une survivance aussi de la logique binaire de ce qu'on a pu appeler le campisme du temps de l'Union soviétique, avec des gens qui croient que Poutine, ça rime bien avec Lénine, avec Staline, et que donc il doit y avoir quelque chose qui continue à être anti-impérialiste dans la Russie actuelle, alors que par tous les critères qu'on peut prendre sur le plan de la nature sociale du régime, sur le plan du type de capitalisme sauvage qui s'y développe, que sur le plan de la nature politique, de l'autoritarisme, du machisme, de l'homophobie, etc., par bien des aspects, la Russie aujourd'hui est un des États capitalistes les plus réactionnaires. Donc, et en guise de conclusion, je voudrais donc souligner précisément faire un lien entre les titres et du colloque et de cette séance, mais je veux dire que penser l'émancipation, ça suppose penser l'émancipation au-delà de la question impérialiste, au-delà de l'impérialisme. On définit l'attitude non pas prioritairement en fonction de l'attitude de l'autre, de l'impérialisme, mais en fonction précisément de la nature sociopolitique des mouvements, des tâches qu'ils se posent, en fonction de la nature des forces engagées dans la lutte, dans le processus, et en fonction des objectifs d'émancipation dans leur diversité. Il faut donc, il est primordial, sortir de cette logique binaire, alors que ça soit celle du campisme dont je viens de parler, et surtout dans la région, dans l'espace arabophone, sortir de cette logique binaire, sortir de l'affrontement binaire qui est ce que souhaite, enfin, qui est ce que l'impérialisme souhaite comme carcan définitif au soulèvement, sortir de cette logique binaire pour créer une troisième force populaire, ouvrière, jeune, femme, etc., qui se situe à égale distance, et c'est absolument décisif, de l'ordre ancien, de l'ancien régime et des forces intégristes réactionnaires que cet ancien régime lui-même a engendré. Bon, c'est à cette condition seulement,
que le processus révolutionnaire qui a démarré en 2011 aboutira à des solutions à la hauteur des espérances que le processus a pu susciter. Merci beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on est collégialement chef. On est un peu co-chef. Ouais, mais ça s'est super bien passé. On se connaissait quasiment pas, on a fait 10 ans, on était tous du même laboratoire de Nanterre. Je connaissais quasiment pas. Paul Gulibert, qui est un membre du comité d'organisation et modérateur. Voilà, c'est ça avec les Et bon, moi j'arrive. C'est ça comme c'est pas difficile, c'est le dernier endroit où on tente. Ça c'est clair. Parce que c'est pas dans les sciences sociales que s'en dire quelque chose. Et là que ça se passe. C'est un peu dramatique quand on y pense. Enfin, voilà. Il y a un film politique dès que t'es marqué, ça n'a jamais coûté cher. Oui. Oui, c'est vrai. Non, tout ce qui se fait d'intéressant, c'est vraiment en philo. Ouais, ok. Moi je vais rester sur le côté, je peux faire aussi. Ah oui, ça marche. Oui.